Bonjour à toutes et à tous. Alors, si ma chaîne te plaît, si ce que je fais te plaît, si tu as envie de suivre mes vidéos tous les jours, regarde d'en bas. Il y a un petit pouce, un petit like. Clique dessus. Ça va te permettre de suivre ma chaîne à chaque fois que je vais faire une vidéo. Ça va te prévenir et au moins tu pourras éventuellement être au courant de tous mes contenus. Voilà. Donc n'hésitez pas, un petit like, ça fait plaisir. Ça me permet d'avancer dans mes vidéos et de faire du contenu tous les jours. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi un poêle peut éventuellement siffler au démarrage. Pourquoi un extracteur au démarrage va tourner plus fort qu'en fonctionnement. Parce qu'il faut qu'il produise cette étincelle suivi de la flamme pour allumer le poêle. Donc il suffit que vous ayez un joint un peu usé. Donc, vous fermez la porte, ça fait une légère ouverture, hein, bien sûr. Et bien sûr, ces légères ouvertures font ou créent un sifflement. C'est rare, mais plus principalement, ça peut venir de la vitre. J'ai déjà rencontré le cas, donc si vous avez un sifflement, il suffit de faire un contrôle. Vous prenez votre porte, la clé, vous restez appuyé. Ou éventuellement, vous commencez à l'ouvrir tout doucement. Elle va se décoller à peine des parois et vous allez voir s'il y a un sifflement, il va s'atténuer. Donc là, ça peut venir du joint. Donc si vous voyez que vous avez un joint un peu usé, ou vous voyez comme quoi vous n'avez pas trop de marquage, hein, vous voyez, hein, de toute façon vous avez le joint qui est marqué sur le foyer, et il y a des endroits où il n'y a pas de marquage, c'est que le joint il ne doit pas forcément appuyer. Donc attention. Donc dans ce cas-là, on va racheter un joint. La même dimension mesure le diamètre du joint. On ne prend pas plus gros, on ne prend pas plus petit, au risque que ça force, au risque que ça se ferme trop facilement mais que le joint ne plaque pas. On achète aussi une colle haute température. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, vous en faites juste un petit liseré. Bien sûr, hein, quand on enlève le joint, on gratte bien. Avec un tournevis plat, vous enlevez bien l'excédent. À l'arrière avec une brosse métallique, donc on met bien quelque chose en dessous, un drap. Quand je travaillais, je mettais souvent un drap, comme ça au moins tout ce qui tombait, c'était pas par terre, c'était plus facile à nettoyer. Vous sortez dehors, vous le secouez, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc on gratte bien, on refait un liseré. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous plaquez votre joint avec deux doigts, avec les deux doigts, vous pincez et vous le rentrez à l'intérieur. On n'étire pas le joint, je connais trop de gens qui veulent étirer le joint, bien sûr, hein, c'est pas que c'est souple, mais c'est tressé, et bien sûr quand on tire, alors il tire pour essayer d'économiser, non, déjà on réduit la taille du joint en tirant dessus, et en plus, au risque qu'il se rétracte. Donc on pose le joint, tout simplement, on fait le tour, on commence par le milieu du bas, et on part. On fait le joint, que ce soit à droite ou à gauche, peu importe. Une fois qu'on arrive en bas, on finit d'emboîter, on le coupe, pour qu'il de joint à l'autre. Donc voilà, il faut qu'il soit au bord à bord, ça ne fasse pas de fuite. Il y a des embouts qui existent où on peut rentrer dedans. Après, oui, il y en a qui veulent faire comme ça, ils peuvent, c'est pas une obligation. Du moment où les joints sont côte à côte, ça suffit amplement pour faire l'étanchéité. Si ça vient de la vitre, vous pouvez faire un test, hein, vous prenez un tournevis, le cul d'un marteau, peu importe. Et quand vous le mettez en route, vous appuyez légèrement sur la vitre. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort, hein, c'est pas la peine de... Non, vous allez casser la vitre. Non, 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 non. Donc, ça m'étonnerait que ça arrive, mais faut y aller tranquillement. Vous appuyez gentiment et vous allez voir si ça fait un sifflement, il va s'atténuer. Si ça vient de là, ça veut dire que ça vient de la vitre. Donc, il suffit des fois, vous aurez votre porte, un tournevis, une clé de 6, peu importe la vis que vous avez. Vous allez voir, une vis qui est bloquée, de toute façon elle est bloquée. Et vous n'allez pas aller plus loin. Par contre, si une vis, elle a travaillé, elle s'est dilatée avec le temps parce qu'avec la chaleur, toute matière se dilate, vous allez redonner 2-3 coups. Une fois qu'on a réembuté, on donne un petit coup. C'est tout. C'est pas la peine de serrer comme un bœuf au risque d'abîmer le pot de vis ou de casser la vis. Parce que c'est des petites vis, forcément, même si c'est de l'inox ou du fer blanc, hein, parce qu'il y a encore des vis en fer blanc, forcément. C'est pas forcément la meilleure des vis dans un foyer. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des poêles qui sont étudiés comme ça. C'est pas moi qui les fabrique, et bien sûr, c'est des ingénieurs. Quoique, des fois, les ingénieurs sont pas plus malins que nous. Donc voilà, donc on resserre. Et éventuellement, pour ceux qui se disent, bon, bah, pour l'instant que ça fait du bruit ou autre, vous pouvez démonter. Donc dans ce cas-là, c'est ce que j'explique tout le temps. Vous enlevez les gonds, votre porte, vous la posez sur un drap, sur quelque chose en fait pour protéger votre sol, bien sûr, hein, parce que c'est de la fonte. Vous pouvez rayer votre parquet, vous pouvez rayer votre carrelage, enfin... Une fois posé, on démonte les vis gentiment. On les dépose à côté.
en face de chaque partie démontée. Des baguettes, s'il y a des baguettes ou des petites entretoises qui sont posées, hein, qui tiennent la vitre, on les pose pareil, pour pas inverser, pour pas les poser n'importe où, ça ne sert à rien du tout. Quand vous enlevez votre vitre, vous l'enlevez de façon à bien repérer les joints. Attention, attention aux joints. Un poêle non étanche, il aura certainement un joint à gauche ou à droite, ou un joint en haut, gauche-droite, ou en bas, gauche-droite. Parce qu'il y a toujours une ouverture, c'est un poêle non étanche. Un poêle étanche, il y a du joint partout. C'est étanche, donc ça veut dire qu'il y a du joint. Vous fermez votre porte, il est complètement étanche. Ça, c'est qu'un poêle étanche, c'est pour les modes ventouse ou dite sortie bas de toit. Voilà, ça c'est... Il y a des gens qui n'ont pas de cheminée, il y a des gens qui n'ont pas... S'il y a des voisins au-dessus, on ne peut pas monter jusqu'au fêtage, suivant les placements des maisons, suivant le coût, hein, bien sûr. Une installation ventouse revient moins cher qu'une installation normale. Et forcément normale, parce que si vous avez 9, 10, 11 mètres de conduit, par rapport à 2,50 m de tuyaux, c'est rien par rapport au coût. Mais voilà, il y a encore trop de gens aujourd'hui, je vois sur des commentaires, qui se font avoir avec des poêles. Si vous avez une sortie cheminée ou conduit au-dessus du fêtage, c'est un poêle non étanche. Si vous avez une sortie bas de toit ou dite ventouse contre un mur, c'est un poêle étanche. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec le phénomène du tirage. Donc là, toute l'air qui va passer va pousser, entre guillemets, les fumées dans le poêle. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit étanche. En cas de refoulement des fumées, il ne faut pas que la fumée ressorte dans la maison. Moi, je le dis tout le temps. De la fumée d'un poêle, il y a du monoxyde de carbone, c'est dangereux. Il faut faire attention. Donc, attention à quand vous installez un poêle, quand vous-même allez acheter un poêle, renseignez-vous, dites bien, j'ai une sortie ventouse, j'ai une sortie bas de toit ou j'ai une sortie au-dessus du fêtage. La personne qui va vous vendre le poêle, il doit connaître son métier, il doit vous dire, bon, bah, c'est ça qu'il vous faut comme poêle. Pas un poêle étanche, mais un poêle comme ça. Ou un poêle étanche, mais pas un poêle comme ça. Il faut faire très attention. Il y a trop de gens encore qui se font avoir avec ça. Il y en a qui se font avoir aussi dans le sens où, oui, mon poêle, il noircit plus vite qu'avant. Moi, je viens de changer mon poêle. Oui, mais si tu as une sortie ventouse et que tu mets un poêle non étanche, les réglages sont pas les mêmes. Donc forcément, l'extraction sera moins forte, puisque quand on a un conduit qui dépasse le fêtage, on joue avec le phénomène de tirage. Sortie bas de toit. Ventouse, on ne joue pas avec le tirage. Donc c'est l'extracteur qui va pousser les fumées. Donc les réglages de l'extracteur sont beaucoup plus forts. Il faut qu'il éjecte, il faut qu'il évite. Quand il y a un peu de vent, devant la ventouse, surtout la ventouse, hein, parce que c'est quand même un tuyau sur une façade, pour éviter que les fumées soient repoussées. Après, bien sûr, quand il y a des gros vents, ça, on ne peut rien y faire, ça va couper le poêle, parce que ça va étouffer, ça va souffler la flamme, entre guillemets. Je précise toujours entre guillemets, hein, que suivant les phénomènes, les problèmes peuvent être différents. Mais ça vous montre, et ça vous donne surtout une idée de comment fonctionne un poêle en mode ventouse ou pas. Donc attention à tout ça, attention à tout ça. Donc forcément, si un poêle non étanche est mis sur une ventouse, forcément l'extraction se fera moins, donc noircissement à l'intérieur du poêle. Bien sûr, hein, c'est comme tout, il faut que le poêle, comme à chaque fois, il faut qu'il soit super propre et nettoyer des parties que vous ne voyez pas à l'œil. Il faut démonter, je le dis dans certaines de mes vidéos, démonter, ça ne risque rien, il faut démonter le foyer. Il y a des parties derrière, c'est bien beau de nettoyer votre creuset, votre boîte à air, la boîte à fumer, mais les parties au-dessus du déflecteur où il y a tous les tuyaux, vous passez un écouvillon avec un aspirateur, hein, parce que bien sûr ça va tomber. Derrière, vous avez des chambres qui passe soit sur les côtés, soit derrière les plaques du poêle. Et là, bien sûr, ça s'accumule avec le temps. C'est jamais nettoyé. Donc, il faut démonter. Après, bien sûr, c'est relié à la boîte à fumer en bas. Et à partir de la boîte à fumer, c'est l'extracteur qui le reprend pour l'éjecter. L'extracteur en lui-même, bon, vous pouvez le démonter, mais c'est rare qu'il soit beaucoup encrassé. Parce que lui, il prend les particules, il les rejette. Moi, j'ai jamais vu un extracteur complètement bouché. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un problème. Ou alors, le poêle, c'est de la merde, quelque part, hein. Et moi, tous mes poêles en 7 ans, je crois que j'ai jamais vu un extracteur bouché, hein. Donc pareil, après on contrôle bien sûr la sortie après l'extracteur, ce qui est très important. La sortie conduit, bien sûr, qui est très important. Le chapeau, faites attention au chapeau qui ne soit pas bouché, suivant les types de chapeaux. Quand c'est une grosse ouverture, hein, vous avez le tuyau et puis vous avez le chapeau qui est là, forcément là ça ne peut pas se boucher, hormis l'exception qu'un oiseau ait fait son nid ou autre. Donc toujours attention à ça. Après, vous avez les chapeaux dites
anti-refouleur. Donc c'est des toutes petites ouvertures. Donc comme on ramène depuis le bas, il peut y arriver à un moment donné, à force de pousser les particules, que ça s'accumule. J'ai déjà eu le cas, hein. Je montais une fois sur un toit parce que le client se plaignait parce que ça fumait mais pas trop à l'extérieur quand il démarrait son poêle, parce que ça fume qu'au démarrage, et qu'en fonctionnement, bah, son poêle avait tendance à noircir. Donc je suis monté, parce que comme c'est moi qui entretenais le poêle, mais c'est pas moi qui faisais le ramonage. Et oui, ils ont le droit, les clients. Ils ont le droit d'appeler un ramoneur, et même si je lui disais, mais ça te coûte trop cher, ça vous coûte trop cher. Oui, mais bon, j'ai l'habitude de passer par lui, je continue avec lui. C'est leur choix, ils ont le droit. Mais le problème, c'est comme ils ramenaient depuis le bas, ils ne faisaient jamais attention au-dessus. Les chapeaux anti-refouleurs, il faut les contrôler parce qu'il y a trop de petites ouvertures. Et bah, quand je l'ai démonté, oui, il était quasiment bouché. J'ai tapé dessus, tout est tombé. Hein. Il y avait de la merde, j'ai remonté, le poêle s'est remis à marcher comme avant. C'est des petits contrôles, mais faites très attention à ça. C'est des petits détails, mais qui peuvent causer des problèmes à votre poêle. Donc, j'en reviens. Bien sûr, hein, je fais toujours des petits bémols, j'aime bien. Au sifflement de votre poêle. Donc après, il peut, je sais pas, hein, c'est juste des idées que je peux avoir sur des poêles étanches où les trappes sont complètement hermétiques, il y a des trappes à granulés. Est-ce qu'une trappe avec un peu de jeu peut éventuellement faire un sifflement? Ce que je dis, pour tester, quand le poêle il siffle, bah, vous appuyez dessus. Si ça siffle, forcément, c'est pas assez étanche. Quoi que j'en doute, il y a quand même pas mal de granulés, même s'il y a l'effet de l'aspiration. Ça peut, hein. Je dis pas que ça va le faire, mais ça peut. Donc on appuie dessus, on voit si le sifflement est encore audible. Et dans ce cas-là, ben, la pâte, hein, soit on la tord un petit peu, pour que la croche, en fait, elle force un peu, puis tac, que le tiroir, la trappe, soit bien plaquée et fermée, hein, donc qu'elle soit bien étanche. Donc voilà. Après, voilà, hormis la vitre, la porte ou la trappe, éventuellement, il n'y a pas d'autres pièces qui peuvent faire siffler le poêle. Ou éventuellement peut-être un extracteur qui est à moitié foutu et puis qui a tendance à... Mais ça le ferait tout du long. Un sifflement, moi je parle au démarrage du poêle. Voilà, si ça le fait au démarrage du poêle, ça, pour moi, en vue de ma connaissance et de mon expérience, la vitre ou le joint de porte. Voilà. Donc voilà, donc sur ce, moi je pense que ma vidéo va s'arrêter là. Je pense que j'ai un peu tout dit par rapport au sifflement. Je réfléchis quand même, hein, entre-temps, quand même, si je trouve pas d'autres trucs. Oui. Les gens qui passent sur mes vidéos, il y a des commentaires. Il y a encore une personne qui m'a demandé où est-ce que je peux laisser un commentaire pour exposer son problème. C'est des commentaires, posez-les. Posez-les, moi je vais vous répondre, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas dans l'heure qui suit, parce que j'ai d'autres choses à faire entre-temps, je vais vous répondre, je réponds à tous les clients. Donc après, voilà, je veux qu'on soit aussi d'accord sur un truc, c'est que je dépanne énormément de gens, mais je ne peux pas dépanner tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les poêles sont différents. Suivant les problèmes, suivant les codes d'erreur, on ne peut pas tout connaître par cœur, quoi qu'on dise des super techniciens où je connais tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait. On ne peut pas connaître tous les poêles du monde. C'est impossible. Beaucoup de poêles se ressemblent. C'est pour ça que je fais des vidéos. Parce que suivant les erreurs, ça se ressemble. Et il n'y a pas 36 manières de réparer un poêle ou de nettoyer un poêle. Mais voilà. Les soi-disant dit, je connais tous les codes de tous les poêles, les codes d'entrée, les paramètres, machin. Moi, je connais pas un mécano au jour d'aujourd'hui qui sait réparer un moteur thermique et qu'aujourd'hui peut réparer un moteur électrique. Hein. C'est complètement différent. Et en plus que les normes et puis les formations sont complètement différentes parce que c'est pas du tout pareil. Bon, enfin bref, chacun fait comme il veut, hein, je le dis toujours, moi je m'en fous complètement, c'est pas mon problème. Moi je m'occupe de mes affaires, les autres qui s'occupent de leurs affaires, qui me laissent faire mon boulot et qui fassent leur boulot. Et ce sera très bien comme ça évite des conflits. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport à tous ces problèmes de poils. Faites attention à tout ce que vous regardez, tout ce qu'on vous donne comme conseil. Faites attention, il y a beaucoup de fakes et beaucoup de personnes qui se disent soi-disant pro ou qui s'y connaissent. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça. Un vrai professionnel connaît son métier par cœur. S'il vous donne la bonne direction et qu'il vous dit il faut faire comme ça, faites-le. Faites-le, mais n'écoutez pas tout le monde. C'est problématique de voir certains commentaires ou qui disent de regarder telle et telle pièce et qui n'a rien à voir avec le problème. Je sais bien que c'est pas facile, je sais bien que c'est compliqué de faire la différence entre d'une personne à une autre. Il faut faire attention. Faites attention, n'hésitez pas à poser les bonnes questions. C'est pareil, les commentaires que les gens me laissent. N'hésitez pas à donner les mots-clés.
de votre problème. De parler de telle et telle pièce, par exemple. Je sais pas, oui, j'ai un joint à changer sur mon extracteur. Quel type de joint je dois prendre? Oui, mais suivant le modèle de poêle, suivant le type d'extracteur qu'il y a, les joints peuvent être plus ou moins gros. D'un ancien poêle à un nouveau poêle, tout est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça, quand vous posez vos questions, donnez la marque et le type de poêle que vous avez. C'est très important parce que je fais énormément de recherches sur Internet. J'ai l'habitude. Je l'ai fait encore ce matin pour un client. J'ai fait une recherche pour un joint. Il allait se tromper. Il m'a envoyé une photo d'un joint avec 3 trous, que lui c'était un 4 trous. Et c'est un joint bien spécifique pour son type de poêle qui est déjà... a déjà un certain âge. Donc attention à tout ça, de ne pas acheter tout et n'importe quoi au risque de payer dans le vent et puis de vous dire mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il y a beaucoup de boîtes qui ne reprennent pas une fois que c'est vendu. Donc faites attention, posez les bonnes questions, n'hésitez pas, il y a des commentaires. Il y a des gens qui en posent de plus en plus, donc faites-le. Soit par le biais de YouTube, hein, bien sûr, hein, merci à YouTube pour ça. Par Facebook. Il y en a qui le font par Facebook, bien sûr, hein, comme je suis sur des réseaux sociaux. Donc, bien sûr, ils viennent me parler directement, ce qui est pas plus mal. Ça évite des conflits avec certaines personnes qui se disent super professionnelles. Vous avez l'email, hein, bien sûr, hein, et je pense que sur YouTube, on doit le trouver. Et puis, bien sûr, hein, sur ma page Facebook aussi, même si c'est une page personnelle, malheureusement, je suis en train de réfléchir hein, pour me faire une page pro et de lancer peut-être éventuellement une page de dépannage de poêle à granulés et bien sûr via mes vidéos que je vais partager dessus et puis bienvenue aux personnes bien sûr qui veulent faire aussi du contenu, qui veulent les partager parce que c'est toujours le bienvenu. Moi je comprends pas des professionnels comme j'ai eu un accrochage il y a quelques jours avec un soi-disant professionnel et qui vient m'accrocher sur une page de dépannage. Quel intérêt a un professionnel de s'attaquer à un professionnel? Pourquoi ne pas s'entraider entre collègues, entre professionnels, et en mélangeant nos idées, trouver des solutions aux problèmes. Donc, quel intérêt ces personnes-là de venir agresser? Bon, j'ai été courtois, je l'ai remballé à ma façon, bien sûr, mais quel intérêt de venir agresser les gens? Moi, je comprends pas. C'est ce conflit aujourd'hui que peuvent avoir les gens. Mais putain, mais enfin, je sais pas, il ne doit pas réfléchir. Demain, on rentre en guerre, vous allez faire quoi? Vous allez vous battre tout seul dans la rue? Mais c'est ce qui va se passer, hein, parce que tous vos voisins avec qui vous étiez en guerre, avec tous ceux que vous êtes pris la tête, ils vont vous dire, mais démerde-toi, mec. Va crever. Va crever. Non, il faut se serrer les coudes aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important. Il faut se serrer les coudes. Il faut redevenir amis comme avant. Je sais bien que c'est pas facile. Il y a trop de gens qui veulent profiter des autres. Et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est dommage, hein, moi, les années 90 étaient les meilleures. On était soudés, on était des groupes, on était bien. Il y avait peut-être des conflits de groupe, mais voilà, les conflits de groupe faisaient en sorte que on devenait souvent amis. On buvait un coup, on discutait, et ça marchait comme ça dans le temps. Aujourd'hui, votre voisin, il est prêt à vous tirer dessus, à vous planter un coup de couteau. Enfin, mais on vit dans quel monde? Moi, je me demande dans quel monde on vit. Bon, c'est toujours des petits bémols, hein, vous savez que j'aime bien. Ça fait toujours parler, ça fait toujours... c'est pour aussi donner aux gens... donner, pas forcément donner, mais aux gens un peu de se réveiller, puis de se dire, oui, c'est un peu con de rentrer en guerre avec telle et telle personne, qu'il n'y a pas lieu à la base. Il n'y a pas lieu. Moi, je vois chez moi, j'ai plein de voisins, je n'ai aucun problème avec mes voisins. Je suis pas là, ils surveillent tous les faits et gestes, ils font attention à tout, et ça, c'est génial. Et s'ils ne voient pas que pendant un jour ou deux, je ne sors pas de chez moi, j'ai toujours un petit message, comment ça va? Mais la bienveillance, et ça manque. Ça manque. Tous les voisins ne sont pas comme ça, c'est... Ouais, bah lui il se démerde, c'est pas ma vie, il se débrouille. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. La vie est faite de contacts, la vie est faite... il faut se faire des amis, il faut discuter, il faut parler, il faut sortir. Et bien qu'aujourd'hui, depuis le confinement, c'est très compliqué, les gens ont été habitués à rester chez eux, à avoir leur petit confort. Mais un jour, ce petit confort disparaîtra, je suis désolé. Un jour, et plus tôt que prévu. Vous allez voir comme ça va se passer. Ça va être un gros problème, je pense. Je le souhaite pas, hein. Je le souhaite vraiment pas, hein, parce que c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de vivre bien, c'est d'être bien, et puis d'avancer, quoi. Et pas de se retrouver 6 pieds sous terre. Enfin bref, ce serait dommage. Voilà, donc sur cette journée bien ensoleillée, hein,
Vivement que le soleil persiste un peu plus pour qu'on sorte les VTT, bien sûr, puis qu'on profite de sortir et d'aller se promener, enfin, etc. Hein, de faire tout ce qu'on fait d'habitude quand il fait beau, hein, de profiter du temps, de respirer un bon air frais, de reprendre des rayons du soleil qui ferait du bien pour le corps. Je vais vous souhaiter, bien sûr, une bonne journée. N'hésite pas, pose un petit pouce, pose un petit commentaire, même si tu as réussi à te dépanner. Ça coûte rien. Hein. Le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est facile de se plaindre quand on a un problème, mais de dire merci quand on l'a résolu grâce à des conseils, même sur Facebook ou autre. Hein. Je vois trop de gens. Il y a une personne, j'ai vu l'autre jour, qui a remercié le groupe parce qu'elle a réussi à se dépanner grâce aux conseils. Mais laissez des commentaires, dites merci. Ça ne coûte rien. Ça coûte 0 centime de dire merci, grâce à toi je me suis dépanné, merci, grâce à cette personne je me suis dépanné, merci, grâce à cette vidéo j'ai réussi à me débrouiller tout seul. Merci, un merci, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Donc, sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.